Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir je suis accompagné par le club Calliope. Et donc on va faire un premier atelier jeu de rôle et le thème sera créer des personnages intéressants. Donc on va faire ça sous le format d'une masterclass, bien que je ne sois pas un maître en la matière, dans le sens où je vais expliquer ma méthode qui marche pour moi, donc à vous de récupérer ce qui vous intéresse dans ce que je fais. Ensuite, on va faire des questions-réponses tout simplement, et on finira par une table ouverte s'il reste encore du monde à la fin de cette session, ce qui n'est pas dit. Donc déjà, je tiens à dire que c'est une classe qui va être aussi bien pour les maîtres de jeu que pour les joueurs. Et on va commencer par poser une question. Qu'est-ce qu'un perso intéressant et quels personnages doivent être intéressants? Pour moi, un perso intéressant, c'est un perso qui va avoir un background qui est riche et une histoire qui est suffisamment développée pour justifier ses choix, hein, et expliquer sa présence dans l'univers. Avec ça en tête, quels persos doivent être intéressants? Généralement, on a les PJ. C'est pas toujours vrai. Prenons par exemple le cas de Paranoia où les PJ ont à peu près 4 secondes d'existence à leur création. Ils n'ont pas à être intéressants, ils vont le devenir. Par contre, généralement, lorsqu'on fait un jeu de rôle, on va demander de créer un background pour essayer d'avoir des PNJ intéressants, principaux, de façon à pouvoir créer des intrigues parallèles sur nos personnages. Je conseille aussi vivement d'avoir le grand méchant avec son propre BG. Par exemple, si on prend un mec comme Thanos, hein, je pense que maintenant il y a tout le monde qui a vu l'avant-dernier Avenger, donc je peux spoiler un minimum. Thanos, c'est un méchant qui veut détruire la moitié de l'univers. Un méchant, en soi, on aurait pu s'arrêter là, et c'est juste un méchant, c'est un connard, il veut détruire la moitié de l'univers. Sauf que on a eu quand même tout un film qui nous expliquait le pourquoi du comment il voulait faire ça, quelles étaient ses motivations, et au final on a vu un méchant qui était beaucoup plus intéressant, et surtout un méchant qui était attachant. Donc en tant que maître de jeu, c'est intéressant de prendre le temps sur certains des PNJ vraiment importants, de créer ces backgrounds un petit peu plus développé. Ensuite, aussi un petit conseil aux maîtres de jeu. Envisagez 2-3 BG passe-partout parce que de temps en temps, vous savez pas pourquoi, mais vos joueurs vont s'attacher à un personnage de façon complètement random. Ça peut être un garde, ça peut être un marchand, n'importe quoi. Donc de la même façon que c'est toujours utile d'avoir une liste de noms au cas où, c'est bien d'avoir un ou deux petits BG passe-partout pour pouvoir donner un peu de profondeur à certains personnages à la cour. Donc tout ça c'est bien gentil, mais ça ne dit pas comment créer un perso intéressant. Donc pour la suite, on va utiliser comme exemple la façon dont moi, donc vraiment ma méthode, je crée mes personnages joueurs. Alors donc vraiment c'est pas la méthode ultime, c'est la mienne, c'est tout. Ou si, encore une fois, si vous la trouvez intéressante, c'est tant mieux, mais vous pouvez en récupérer ce que vous voulez, l'améliorer, etc. Donc généralement, lorsque on est maître de jeu et qu'on va demander à un joueur d'écrire un BG, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Mes parents se sont fait tuer devant mes yeux alors que j'étais enfant. Depuis ce jour funeste, j'ai pris la décision de ne plus jamais laisser ça arriver à quelqu'un d'autre. Je me suis entraîné sans relâche au maniement des armes, jusqu'à être en âge de rejoindre les forces de l'ordre. Je me suis alors découvert un don de déduction, ce qui fit de moi un enquêteur de renom. À présent, j'aide tous ceux qui sont dans le besoin. En soi, c'est un BG qui est viable. On a... bon, ok, il fait 3 lignes, mais il est viable. Vous pouvez aussi remarquer que ce BG est un petit peu intemporel, hein. Il marche aussi bien pour un garde médiéval qu'un policier, qu'un Jaffa dans Stargate. En tout cas, voilà. Le problème que j'ai avec ce type de BG, c'est ce que j'appelle le syndrome du super-héros. Basiquement, on a un événement dramatique qui sert de déclencheur. On a la façon dont il a acquis ses pouvoirs, que ce soit par l'entraînement ou par les dons, et finalement ce qu'il décide d'en faire. Donc voilà, en soi le personnage est tout à fait viable en l'état, mais il n'est pas intéressant. Donc imaginons que je veuille jouer ce perso avec les informations que je viens de donner. Basiquement je dirais que il va être un peu comme un paladin. Il va toujours chercher à protéger les gens, surtout les enfants étant donné qu'il est orphelin.
Il sait qu'il a un don pour tout ce qui est enquête, donc il est probablement un peu orgueilleux. Il aura du mal à faire confiance aux autres, vu que c'est un self-made man. On sait également qu'il s'est longuement entraîné aux armes, donc ça sera sûrement sa réponse en cas de conflit. Voilà. Donc au final on a un petit peu de matière, ça reste quand même intéressant, mais on est limité. Et ce que moi je vais faire, je vais partir de ce BG de base, et c'est important d'avoir ce BG de base pour appliquer la méthode, parce que sinon en plus ça ne fonctionne pas. Et donc je vais l'enrichir en posant un certain nombre de questions. C'est des questions qui se veulent universelles et qui peuvent généralement s'appliquer à tous les univers. La majorité de celles-ci sont tirées du livre des 5 anneaux, mais on en trouve aussi de Warhammer Fantasy Roleplay et d'autres qui sont juste que je jugeais intéressantes. Donc le but de la manœuvre est de rendre le perso intéressant, on retombe sur nos pieds. Afin de faciliter la démarche, on va imaginer que le personnage qu'on vient de décrire à l'instant, hein, donc notre pseudo paladin, vit dans un jeu qui va être dans un monde moderne, avec le monde tel qu'on le connaît, vu que je suppose que c'est familier à tout le monde, qu'on peut à peu près comprendre les tenants et les aboutissants d'un tel monde. Donc, on est parti. Une petite touche. Tac. Et voilà. Donc, première question. À quel clan, groupe, organisation ou race appartient-il? Basiquement, oui, c'est un humain, mais on s'en fout. On est tous humains. Après, s'il est orc dans un monde moderne, ok, c'est un perso qui devient intéressant très vite. Cela dit, voilà, le but de la phrase, c'est vraiment de présenter les différents groupuscules auxquels il peut appartenir. Donc, pour notre personnage, on va dire tout simplement qu'il appartient à la police. Donc voilà, rien d'incroyable jusque-là. Quelle est son opinion sur son propre clan, à comprendre groupe, organisation, race, etc. Donc là encore, on peut appartenir à une faction sans forcément adhérer aux mœurs de la faction. Donc nous, pour notre personnage, on va dire qu'il est un petit peu désenchanté. Il se rend compte que la police, finalement, ça résout les crimes, mais ça va pas les empêcher de se produire. Il aimerait bien que la police puisse en faire plus, mais au final, il sait pas trop comment faire. Et lui, il s'est vraiment jeté à cœur perdu là-dedans, et maintenant, il en est là. Encore une fois, vous voyez, c'est des questions qui sont assez simples, assez rapides à mettre en place. Ensuite, on va commencer à se poser des questions sur la classe de notre personnage. Donc la question la plus simple, c'est quelle est sa classe? Quelle est sa classe? Donc la classe de notre personnage sera inspecteur de police. Ça peut pas être forcément ça va pas à être une classe qui est présente dans le manuel du jeu, etc. C'est plutôt la façon dont il va être représenté vis-à-vis de la société et comment les gens vont l'identifier. Par exemple, quelle est sa classe? Ça pourrait être un assassin et une couturière, par exemple. Donc, il faut garder cet aspect de comment les gens le perçoivent. Ensuite, on va aussi se demander par rapport à sa classe, quelle est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Donc sa plus grande force, on en a déjà parlé, il a un très grand don de déduction, donc logiquement ça va être sa plus grande force. Par contre, sa plus grande faiblesse, on n'en a pas encore vu, et donc on va dire que c'est quelqu'un qui est très obstiné, quand il est sur une affaire, il sait pas lâcher prise. Vraiment, c'est son souci. En soi, c'est pas non plus une faiblesse incroyable, c'est pas le plus gros défaut du monde, mais ça reste une faiblesse. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui va être sa famille, avec la question principale, est-il marié? Est-il marié? C'est vrai qu'on pense souvent à nos personnages de jeux de rôle comme étant des loups solitaires qui vivent en s'arrêtant au bordel ou en coup d'un soir en passant à la ferme. Mais on peut avoir des personnages mariés, on peut avoir des personnages qui sont profondément amoureux, on peut avoir plein de choses. Et donc pour notre perso, on va avoir un perso bien cliché quand même. Ça va être un père de famille divorcé, parce que il n'arrivait pas à jongler justement entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Donc la réponse est-il marié? On peut dire non, mais quelle est sa situation et sa vie familiale? Donc quand j'entends sa situation, c'est situation familiale, hein, c'est pas situation financière. Donc pour notre personnage, encore une fois, il va être fils unique, ça va être un petit peu plus pratique étant donné que ses parents sont morts à son jeune âge.
Il a 2 enfants, dont il a la garde alternée. Il est très très proche de ses parents adoptifs, ce qui est assez logique étant donné qu'on a dit que dans sa jeunesse il avait pu s'entraîner au maniement des armes. On suppose qu'il a pas fait ça en foster care, je sais plus comment ça s'appelle, maison d'adoption. Donc on va dire que il faut quand même essayer de garder un minimum de cohérence avec ce qu'on dit. Finalement, comment les parents de votre personnage le décriraient-ils? Basiquement, les parents vont souvent avoir soit un avis très positif sur leur enfant, soit un avis très négatif, peu importe ce qu'il fait. Et du coup, ça aide un peu à mettre le cadre familial en place et à dire si par exemple les parents de ses parents l'ont toujours rabaissé en disant oui, ton frère était mieux, etc. C'est quelqu'un qui va généralement chercher à prouver sa valeur, à montrer qu'il est meilleur que les autres. Alors qu'à l'inverse, s'il avait des parents qui étaient surprotecteurs et qui lui pardonnaient absolument tout, ça va être quelqu'un qui est plus laxiste. Donc c'est une question qui mérite d'être posée. Donc bon, pour notre personnage, ça va être un petit peu compliqué étant donné que ses parents sont décédés. Donc on va plutôt s'orienter vers ceux qui l'ont élevé. Vu qu'on n'a pas parlé dans le détail, on va supposer que ça a été soit un oncle, soit des grands-parents. Mais ça doit être des gens qui l'apprécient et qui ont cherché à le soutenir, étant donné qui lui ont permis de développer ses dons lorsqu'il était jeune. Donc voilà pour les questions pour faire sur la famille. Ensuite on va parler de l'apparence de notre personnage. Donc est-ce qu'il me manque un PDF? Oui. Donc il me manque l'image. Comment quelqu'un le décrirait-il? Comment quelqu'un le décrirait-il? C'est différent de comment vous vous décririez. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue qui a besoin de le décrire, vous allez commencer par ce qui est évident. Vous pouvez dire c'est un garçon, c'est une fille, il a les cheveux longs, il est brun, il est petit, il est grand, il est vieux, et ensuite vous allez commencer à rentrer dans les détails. Il est mal fringué, il a toujours un sac à dos, et ensuite vous allez commencer à remarquer les petits trucs. Genre il a un petit bout de tatouage qui dépasse de sa main, des choses comme ça. Donc, sur comment quelqu'un le décrira-t-il pour notre personnage, encore une fois, c'est un homme de taille moyenne. Il est grisonnant, il est rasé de près mais peu coiffé. Ses vêtements sont propres mais de mauvaise qualité. Cette description, au final assez simple, nous apprend quand même 2-3 trucs. C'est quelqu'un qui va faire un minimum attention à son paraître, c'est quelqu'un d'un certain âge, mais au final qui attache assez peu d'importance à comment les autres le voient. Il veut juste être propre sur lui. Question suivante, a-t-il des manies? Alors, a-t-il des manies? Souvent les gens disent ouais, mais on n'a pas de manies. C'est faux, tout le monde a des manies. Et quasiment, c'est pas forcément des manies qui vont être importantes au niveau du jeu de rôle. Fumer est une manie. Moi qui change de barbe une fois par semaine, c'est une manie. Pierre qui boit 2 coca avant de commencer une partie de jeu de rôle, c'est une manie. C'est pas une manie, ça va pas être forcément pertinent au niveau du jeu, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit truc sur lequel on va pouvoir jouer plus tard. Donc pour notre personnage, sa manie, ça va être, il se dit ancien fumeur, mais à présent il est passé à la cigarette électronique, donc il la garde presque toute dans la bouche. Cependant, il replonge presque à chaque fois qu'il bloque sur une affaire. Donc, vu qu'on a rajouté cette manie, dans la description de comment quelqu'un le décrirait-il, on va lui rajouter qu'il a tout le temps une cigarette électronique à la main. Donc c'est aussi bon de revenir en arrière lorsque vous prêtez à ce jeu des questions. Quel est son caractère et son tempérament? Donc ça c'est quelque chose d'assez simple et qui va vraiment vous aiguiller sur la façon de jouer votre perso. Si vous avez quelqu'un qui va être très impulsif, très sanguin, forcément vous n'avez pas joué de la même façon que quelqu'un qui va être calme, réfléchi, discret, etc. Donc pour notre personnage, vu que c'est quand même un vieux baroudeur qu'on a vu qui a commencé à avoir de la bouteille, on va dire qu'il va être calme et méthodique. Après tout, si c'est quelqu'un qui a un sens de la déduction, généralement, c'est des gens méthodiques. Quelques exceptions près. Comment réagit-il quand un subalterne se comporte de manière inappropriée? Ça peut donner plusieurs infos intéressantes. Ça va donner un peu l'image que lui, il a de lui-même.
du parcours qu'il y a à faire pour arriver au grade où il en est. On va également peut-être avoir un rapport vis-à-vis de la richesse, où c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de très haute société, où vont avoir tendance à être moins tolérants vis-à-vis des gens qui jugent le comporter de manière inappropriée. Donc c'est bien à savoir parce qu'au final vous allez sûrement à un moment ou un autre être confronté à cette situation dans votre partie, ou d'avoir quelqu'un qui ne sera pas du même grade que lui, voir comment il va réagir. Donc pour notre personnage, il va avoir tendance à remettre la personne à sa place tout en ayant même un certain côté protecteur, en essayant de lui expliquer qu'est-ce qu'il attendait de cette personne. Donc il n'est pas forcément violent dans ses rapports vis-à-vis de ses subalternes, mais il attend quand même un certain niveau de qualité. Ensuite, on va commencer à aller vraiment dans le cœur du sujet, la mentalité de notre personnage. Donc, au niveau de sa mentalité, quelle est sa motivation principale? Alors, quand je parle de sa motivation principale, ça va être qu'est-ce qui va le pousser à se lever le matin? Qu'est-ce qui va vraiment lui donner l'énergie de faire ce qu'il fait? Et c'est une question qui mérite d'être posée, parce que c'est vrai que quand on joue dans des univers tels que Dark Heresy et des choses comme ça, le monde est horrible, littéralement. Et il y a besoin d'avoir ce petit quelque chose qui les maintienne, qui les font continuer d'avancer en dehors que le scénario. Quelle est sa plus haute ambition? Alors là par contre, même si on pourrait croire que c'est assez proche de la question précédente, le sens n'est pas le même. Quand je parle de sa plus haute ambition, c'est quel est vraiment le but ultime qui pourrait se résoudre dans sa vie, sachant que ce n'est pas forcément une ambition réalisable. Par exemple, prenons un certain nombre de gens dans One Piece, leur plus haute ambition c'est de devenir roi des pirates. Ce n'est pas réalisable pour la majorité d'entre eux, parce qu'ils sont nuls à chier. Mais ça reste quand même leur plus haute ambition. D'un autre côté, ça peut être également quelqu'un qui est carriériste, et sa plus haute ambition peut être quelque chose de tout à fait envisageable et d'atteignable. Donc, par exemple, pour notre personnage, ça sera de devenir commissaire général afin de pouvoir former des brigades de prévention des crimes. Donc ça suit son narratif, il y a quelque chose qui a peu de chances d'arriver mais qui est quand même envisageable, et ça reste une ambition tout à fait vitale. En qui a-t-il le plus confiance? Donc là on parle vraiment de confiance, c'est à qui il va se confier en cas de problème, à qui il va demander de l'aide en cas de souci, qui est-ce qu'il va appeler quand il va devoir aller prendre l'avion pour l'emmener à l'aéroport. Donc pour notre personnage, ça va être, on va lui en mettre plusieurs, ça va être son ex-femme, déjà, parce que ça reste quand même la mère de ses enfants, et également sa partenaire. Parce que n'oublie pas quand même que c'est un policier, que normalement un policier a toujours un partenaire, et après tout il faut pas que notre perso soit entièrement sombre et triste et morbide, donc il a quand même confiance en quelqu'un. Envers qui est-il le plus loyal? Alors là encore une fois on pourrait croire que c'est une question qui est redondante, mais la confiance et la loyauté sont deux choses différentes. La loyauté ça va être pour qui il serait capable de prendre une balle, basiquement. Avec pour qui est-ce qu'il va suivre les ordres, on va dire, aveuglément. Par exemple, un samouraï aura confiance dans ses confrères samouraïs, mais il sera loyal envers son seigneur. Donc c'est vraiment deux valeurs qui sont séparées. Afin de rester un petit peu quand même dans cet esprit, on va dire en qui est-il le plus loyal, ça va être son capitaine avec qui il partage donc les mêmes valeurs, et ça sera très bien. Que pense-t-il de la loi et de l'ordre? Donc la loi et l'ordre sont deux choses différentes. On peut par exemple appartenir à une guilde des voleurs, donc avoir un gros problème avec la loi, mais par contre être très à cheval sur la hiérarchie de la guilde, donc être vraiment penché sur ce qui va être l'ordre. Donc notre personnage, bien sûr, étant donné qu'il est policier, inspecteur, etc., lui, il croit dans les deux, profondément. Il pense que si on veut vivre dans une société plus sûre, on a besoin de la loi et de l'ordre. A-t-il des préjugés? Alors a-t-il des préjugés, c'est une question qui est pas toujours facile, parce que on a souvent peur de tomber dans les clichés,
et on a surtout tendance à les surjouer. Et nos préjugés. C'est une question qui est bien posée parce que ça va permettre de créer un petit peu de tension sur des phases qui n'en ont pas forcément. Quelqu'un qui n'a pas confiance en une ethnie particulière ou une classe ou un royaume ou son seigneur ou quelque chose comme ça, ça va pouvoir créer des phases de dialogue intéressantes, donc c'est chouette d'y penser avant. Cela dit, essayez d'éviter de tomber vraiment dans les caricatures de dès que je croise un elfe, je l'abats à vue. C'est pas ça avoir des préjugés. C'est dès que je vois un elfe, je suis naturellement hostile envers lui. Cela dit, si il me prouve sa valeur, mes préjugés vont soit s'envoler, soit s'amoindrir. Donc pour notre personnage, lui, son préjugé, c'est qu'il ne croit pas du tout en la réinsertion. Il ne fait pas confiance aux anciens criminels. Pour lui, une fois qu'on a été criminel une fois, on a été toujours. On sera toujours. Question suivante. Qu'est-ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il déteste? Là, vous pouvez vraiment vous amuser, faire parce qu'au final, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère jouer aux jeux vidéo, on préfère les gâteaux à la framboise, on déteste les épinards. Bref, c'est pas une question qui est vraiment qu'il faut prendre au sens le plus fort du terme. On sait juste avoir un petit truc sur lequel s'amuser au cas où on peut s'en servir et c'est chouette. Donc pour notre personnage, ce qu'il préfère, c'est ses enfants, c'est assez normal. Et ce qu'il déteste par contre, mais vraiment du fond de son âme, c'est les infractions au code de la route. C'est capital. Vraiment, là, tu fais une infraction au code de la route, une droite. Ça ne sert absolument à rien au niveau de son BG, mais en cas de partie, d'une course-poursuite, il y a de quoi vous amuser avec juste cette phrase à la con. Question suivante, quel est le degré de piété de votre personnage? Donc, selon les jeux, la foi peut être plus ou moins importante. Par exemple, il y a un jeu où nous sommes des mages, où forcément nous sommes à l'époque médiévale, la foi est au centre du monde. C'est pas toujours le cas, évidemment. Donc à vous aussi d'adapter votre réponse en fonction de l'univers dans lequel il évolue. Pour notre personnage, entre son passé et les horreurs qu'il a pu voir tous les jours, je pense qu'il est totalement athée. Finalement, alors ça c'est une question qui est vraiment que pour vous, c'est quel conseil donneriez-vous à votre personnage? Le but de cette question en soi est juste de faire la part des choses entre comment vous allez réagir à une situation et comment lui il va réagir. Donc pour cette question je ne vais pas y répondre parce que je vais donner un peu plus en détail de la façon dont moi je vais interpréter ce personnage maintenant qu'on a revu ça. Mais voilà, c'est une question que je pense tout le monde devrait se poser dès qu'il prend pour la première fois une fiche de personnage dans les mains. Donc quel conseil je pourrais donner à ce personnage si moi je le croisais dans la rue à ce moment-là? Ah, Monsieur l'orque, arrête de manger des bébés, ça fait des ordres. Bref. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une version étendue de ces conseils. Vous avez de nouveau le droit à mon faciès. Donc voilà, j'ai une version étendue de ces questions. Donc, votre personnage a-t-il un secret? Que se passerait-il s'il était découvert? Ça, c'est vraiment une question qui est très intéressante lorsque vous allez faire une campagne. Beaucoup moins si vous faites un one-shot, généralement. Bon, donc, pensez à avoir un petit quelque chose, une petite tache noire dans son passé qui va permettre de créer de l'intérêt et éventuellement de déboucher sur un scénario, des choses comme ça. Qu'est-ce que votre personnage pense de la politique? Pareil, c'est un petit peu comme la religion. Comment votre personnage se détend? C'est vrai que notre personnage n'est pas tout le temps à l'aventure, il n'est pas tout le temps en train de faire des enquêtes abracadabrantes sans raison. Il va aussi de temps en temps se reposer et c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il va faire pour se détendre. Si on donnait 10 $ à votre personnage, comment les dépenserait-il?
Donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce qu'on va faire. Si vraiment il avait une petite somme d'argent pour se faire un petit plaisir ou une connerie, comment il va les dépenser. Quel est le nom et l'activité de ses parents? Donc ça c'est si vous voulez vraiment pousser plus le background au niveau de sa famille. Qu'est-ce que votre personnage souhaiterait le plus recevoir? Encore une fois, ça peut être quelque chose de réaliste et de tangible, autant ça peut être quelque chose qui ne est complètement irréaliste. Vous pourrait souhaiter, je sais pas, recevoir un palais sur la Lune. Ce n'est pas possible. Mais ça pourrait être son rêve parce qu'il a toujours rêvé de voyager dans l'espace. À quoi ressemble en détail son équipement? Donc ça, c'est pareil, c'est plus intéressant lorsque vous allez faire une campagne de longue haleine. Vraiment pour avoir une idée très précise de à quoi va ressembler votre personnage au lieu de juste sa description basique. Sachant aussi qu'on parle de son équipement, donc des choses qui ne sont pas forcément visibles aux gens. Donc, il peut avoir un téléphone portable qui sera dans sa poche, qu'on ne voit pas forcément. À quoi il ressemble à détail. Est-ce que votre personnage croit au destin? C'est un petit peu comme la religion et la politique, ça dépend du contexte, mais ça peut être une question qui est simple. Quelle est sa plus précieuse possession? Ça c'est une question qui peut, selon le reste du background de votre personnage, être plus ou moins intéressante. C'est vrai que si c'est quelqu'un qui a subi une perte ou quelque chose comme ça, avoir un objet auquel il va être extrêmement attaché, un souvenir de famille, etc. C'est quelque chose qu'on peut facilement croiser, et donc c'est bien d'avoir ce petit gris-gris, d'en avoir connaissance et conscience. Quelle est sa définition du partenaire idéal? Là, j'entends du partenaire, du compagnon de route, pas dans le sens amoureux du terme. Donc un peu pareil, voir un peu avec qui il va avoir facilement des affinités et qui au contraire va s'éloigner de ses valeurs. Comment votre personnage souhaiterait mourir? Alors ça c'est une question qui est dure, très très dure, mais ça en dit très long sur la personne. Si c'est quelqu'un qui veut mourir au calme, si c'est quelqu'un qui veut mourir riche, si c'est quelqu'un qui veut mourir héroïquement au milieu d'une bataille navale. Bref, si vous arrivez à répondre à cette question, généralement vous allez avoir un budget assez solide. Bref, maintenant que nous avons ajouté un peu toutes ces informations, on va réécrire le BG qu'on a fait au début, et on va en profiter pour combler les trous que on pourrait avoir, on va mettre quelques noms, et on va faire en sorte que du coup il ait son propre petit univers. Et dans ce BG, on va essayer d'introduire un maximum des réponses qu'on a données précédemment. Donc Billy Boy, parce qu'on l'avait toujours pas nommé, donc maintenant il s'appelle Billy Boy. On lui avait pas donné de sexe non plus, donc maintenant c'est un méchant. Billy Boy est un enquêteur de la police criminelle. C'est un très bon enquêteur. Il est à la quarantaine, il est grisonnant. Une cigarette électronique à la bouche. Vêtu d'un vieux costume bas de gamme, il a le regard las de ceux qui en ont entrevu. Alors qu'il était enfant, ses parents se sont fait tuer sous ses yeux par un braqueur. Il fut alors recueilli par ses grands-parents, qui l'ont élevé au mieux qu'ils purent. Son grand-père, ayant le goût de la chasse, il passa une partie de sa jeunesse à apprendre le maniement des armes à feu, bien certain que cela l'aiderait à intégrer les forces de l'ordre une fois adulte. Dès qu'il eut atteint l'âge requis, il rejoint l'école de police. Ses professeurs remarquèrent très vite ses dons de déduction et le poussèrent à se diriger vers la criminelle. Cependant, la réalité du terrain fit vite désenchanter le jeune Billy. En effet, le travail ne consistait pas à empêcher les crimes d'être commis, mais de passer après. Essayer d'attraper les responsables. Souvent des récidivistes qui plus est, comme si le boulot n'était pas assez dur, il fallait en plus supporter d'attraper plusieurs fois le même gars. Il aurait sûrement sombré dans la dépression s'il n'avait pas fait la connaissance de Bénédicte. Rencontrée un soir dans un bar alors qu'il penchait sur une sale affaire, elle parvient, le temps d'une soirée, à lui faire oublier le boulot. Une chose en entraînant une autre, ils finirent par se marier et eurent 2 enfants, Zoé et Luc. Le travail le frustrait toujours autant, mais au moins il avait une raison de rentrer chez lui le soir, lui offrant une bouffée d'oxygène dans son monde noir. Puis, on le changea de district. Il passa sous les ordres du capitaine Raymond Holt, un homme qui, bien que taciturne, cherchait à faire bouger les choses. On lui assigna également un nouveau partenaire, une certaine Dana Scully. De quelques années son aînée, celle-ci partageait son avis sur le manque d'ambition du service. Pour la première fois de sa vie,
Billy se sentait à sa place au travail, avec des gens qui partageaient sa vision du monde et qui cherchaient à faire évoluer les choses. Il se mit à passer de plus en plus de temps au bureau, s'intéressant à la politique du service et cherchant à changer la façon dont le travail était fait. Mais tout ce temps passé loin des enfants n'était pas du goût de Bénédicte. Et bien qu'elle ait prévu à de nombreuses reprises de lever le pied et de passer du temps avec sa famille, elle continua à toujours pousser plus loin, sacrifiant d'abord des soirées, puis des week-ends et enfin des vacances, à essayer de faire bouger les choses à son travail. Et ce qui devait arriver arriva. Elle finissa par demander le divorce, emmenant les enfants avec elle. Pour Billy, le monde venait de s'écrouler. Conscient de ses erreurs, à présent, il cherche à changer. Déjà, il a arrêté de fumer. Et maintenant, il essaie de consacrer un maximum de son énergie à faire un monde honorable auprès de ses enfants et à être le père qui n'avait pas été jusque-là pour eux. Voilà, on a juste repris notre BG de base tout pourri de 3 lignes et on a rajouté les réponses aux questions. Et on a déjà quelque chose d'un peu plus présentable. Donc, à présent, si moi je veux jouer ce personnage, je le vois plus du tout comme un paladin. Alors soit il va chercher à protéger les gens, surtout des enfants, mais il va également chercher à se protéger lui-même, vu qu'il ne veut surtout pas que ses enfants soient orphelins. Il sait qu'il est bon dans son travail, mais il va pas... il va quand même chercher appui des gens de son service. Il a confiance et il sait qu'il peut compter. On sait qu'il s'est longuement entraîné aux armes à feu dans sa jeunesse, mais au final, maintenant il a la quarantaine, il a probablement très peu utilisé son arme en service, donc il va plutôt privilégier la négociation ou l'intimidation pour régler les conflits. Vu que c'est un personnage qui est en pleine mutation au niveau de son caractère, de son tempérament, il va sûrement chercher à vouloir en faire un peu trop dans tout ce qu'il entreprend. Bref, on a plein de pistes pour ce personnage. Et voilà, grosso modo, comment ma méthode pour faire des personnages intéressants. Ceci ayant été dit, si j'enlève mon document Word, on ne me voit plus du tout à la caméra. À présent, je vais activer le son et on va pouvoir passer à une séance de questions-réponses ainsi qu'à une table ouverte, sachant que je n'ai absolument pas pu lire vos commentaires pendant tout le long de mon speech. Donc si vous êtes encore là, merci à vous d'être là et c'est parti pour... Et bonsoir tout le monde. Et voilà, tout le monde est parti, je m'en doutais depuis le début. Bonsoir. Salut. C'est la tour. Alors forcément, je n'entends rien parce que je n'ai pas mis mon casque, je suis gay. Bah oui, c'était. Bon, après tout, je suis un grand professionnel. Et on s'en doutait depuis le début. Bonsoir. Et bonsoir. En fait, on a tous été très calmes, on a tous coupé nos micros, très sagement. Oh mon dieu. Alors déjà, est-ce que... Répondu à tes paroles. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que ça vous a plu dans un premier temps? Ok, le silence en dit long. Non, en fait, je pense qu'on veut pas se couper la parole. Oui, c'est pour ça que je voulais faire un truc un peu en présentation type masterclass, histoire de gérer les discussions. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi sur le chat, vu que maintenant j'y ai accès et je le lis. Et sinon, vous pouvez bien sûr les poser à l'oral sur le Discord si vous y êtes. J'aurais sans doute trouvé ça encore plus intéressant si j'avais pu assister au début, mais malheureusement, je ne suis rentré que chez moi qu'en cours de route. Ne t'en fais pas, justement. On est, comme dit précédemment, nous sommes en live en même temps sur Twitch, donc tu pourras regarder la rediffusion. Yeah. C'était le but de la manœuvre. Surtout pour ceux que ça aurait intéressé qui n'ont pas pu y assister. Alors moi j'ai une question. Je t'écoute. C'est possible de faire un mage intéressant? Oui. Non. Oui. Si, on peut. Alors, dans quel univers déjà? Dans un univers où il y aurait un peu de magie, pas forcément médiéval, du style cyber... Non, pas cyberpunk, il n'y a pas de mage. Non, je pensais à Shadowrun, par exemple. Ouais, oui, on peut. Parce que, au final, à part Ars Magica, parce que tout le monde sait bien que les mages dans Ars Magica ne sont pas intéressants. Non, c'était une boutade gratuite.
Non, non. En vrai aussi, on peut faire un mage intéressant parce que si tu prends voilà, notre perso, même si là on a fait un perso qui est vraiment très très caricatural, hein, qui est lambda, et je voulais pas non plus partir dans un délire total. Euh, au final, soit le mage fait de la magie, mais est-ce que c'est la chose qui le caractéristique le plus? Enfin, est-ce que c'est vraiment le premier truc qui va caractériser ce mec? Parce que au final, on n'est pas résumé à un événement tragique, à un autre super pouvoir, comme j'ai pu le raconter au début. Euh, qu'est-ce qu'il fait de ses pouvoirs? Comment il les a obtenus? Est-ce qu'il a une vie de famille? Non, est-ce que du coup il se sent gonflé par ses pouvoirs, est-ce qu'il se sent au-dessus de la masse, ou au contraire ça va être quelqu'un qui va être très altruiste voire communiste et qui va essayer de partager avec le plus grand nombre. Bref, oui, on peut créer un mage intéressant. Non, mais je pense que du coup il faut juste se concentrer sur le fait que le personnage n'est pas juste mage. Mage, au final ça reste une personne avant d'être décapacité. Ok, merci. Il y a eu un léger souci avec le Discord, je n'ai pas pu entendre l'entièreté de ta réponse. Eh ben c'est pas grave, tu pourras voir la rediffusion sur Twitch. Et je n'y manquerai pas. Mon dieu, tu as vraiment beaucoup trop de temps libre. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Tu l'as sans doute dit en début de vidéo, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à une version Word ou PDF du questionnaire que tu as utilisé pour concevoir ton personnage? Alors, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais oui, je vais mettre ça en ligne et je mettrai un lien quelque part. C'est très aimable de ta part. Mais c'est tout à fait normal. Quelqu'un d'autre? Bon. Étant donné qu'on a l'air un peu court niveau questions, on va passer à un truc tout simple. C'est moi qui vais en poser. Comment vous créez vos personnages? Moi, je peux répondre? Vas-y, je t'en prie. Alors, pour créer un personnage, en règle générale, j'essaye de me faire une liste de caractères, mais ce qui vient par la tête. Genre, par exemple, expressive, discrète, vraiment tout plein de mots qui peuvent définir un caractère. Et après, au hasard, j'en choisis 3. Et ça donne ce que ça donne. Voilà. D'accord, c'est une... Ouais, non, mais c'est une méthode comme une autre, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les personnages qui ont des grosses difficultés. Il faut soit qu'ils aient un membre amputé, soit une déficience mentale, soit vraiment quelque chose qui les bloque. Parce que je trouve que c'est tellement plus plaisant de jouer un personnage qui a vraiment un gros désavantage, parce qu'il a, selon moi, plus l'envie de vivre. Donc plus l'envie finalement d'exister, et du coup ça rend le personnage un peu plus vivant, de ce fait. De toute façon, généralement, les personnages sont quand même plus intéressants quand ils ont des défauts que quand ils sont parfaits. D'ailleurs, c'est pour ça que Superman est un personnage qui est chiant. Carrément. Parce que c'est plus intéressant et plus amusant à jouer aussi. Oui, sans compter le côté ludique. Mais c'est vrai qu'un personnage est souvent intéressant par ses défauts et non par ses qualités. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas trop mis d'emphase, mais c'est pourtant une valeur qui est assez importante. Après, quand je parlais de déficience mentale, je ne parle pas forcément vraiment de choses qui sont à l'heure actuelle considérées dans la société comme graves. Mais par exemple, j'ai joué un personnage qui ne pouvait aller qu'en ligne droite. Donc ça, voilà, pour moi, c'est mental, quoi. C'est vraiment elle s'est piégée toute seule, quoi. Ça peut être une lubie, et du coup, on pourrait le caler dans ses manies. Un petit peu extrême, soit, mais... Alors oui, c'est extrême, mais du coup, ça rend les autres extrêmement importants. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, et pour les autres, comment vous envisagez la création de vos personnages?
je me permets de prendre la parole. Et pour répondre que je n'en ai aucune idée, enfin, j'ai pas vraiment De méthode. j'ai pas vraiment de méthode. De plus en plus, j'essaie quand même de penser le personnage en fonction de son vécu. En fait, je l'imagine, je fais un premier jet de quelques mots, de quels que soient des traits de caractère, des caractéristiques ou des, des attributs. Et ensuite, j'essaie de réfléchir à son passé et à qu'est-ce qu'il a vécu pour donner ces caractères, enfin, pour donner ça, enfin, pour donner les attributs que je lui ai associés au début. Et une fois que j'ai étoffé son passé, ben, ça me donne des clés pour développer, soit éventuellement pour corriger ce que j'ai écrit au début qui finalement ne s'applique pas ou alors peut être remplacé par quelque chose de plus intéressant, ou sinon d'étoffer. Mais et je constate ça également lorsque je joue un personnage pré-tiré qui m'a été donné par quelqu'un d'autre. Je me base beaucoup plus sur son passé, j'ai besoin d'un historique, plus que d'une description en fait, parce que c'est vraiment son histoire qui va me donner comment je comprends que le personnage fonctionne et comment j'arrive à l'incarner. Ce qui fait que par exemple, je suis très très mauvais pour créer un personnage comme ça au pied levé, enfin faire une création de personnage et commencer à le jouer dans la foulée, parce que j'ai vraiment besoin d'une phase où ben voilà, je réfléchis au personnage, comment il fonctionne, comment est-ce que je vois. Ok. Quelqu'un d'autre a une méthode de création bien à lui? Alors en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire mon prédécesseur. Moi, c'est totalement l'inverse. Je pars d'abord d'un visuel, je cherche sur Pinterest par exemple ou quoi, et c'est avec le visuel que j'arrive à créer l'histoire en fait. C'est totalement inversé, c'est marrant. Je vais me permettre d'intervenir du coup. Fais-le. Pour ma part, comme mon prédécesseur, je n'ai pas spécialement de méthode en tant que telle. En général, j'essaie quand même de partir d'un concept qui est relativement succinct. Par exemple, un vieux magicien un peu sénile, ça en rappellera peut-être certaines parties à quelqu'un. Ensuite, j'ai complètement perdu ce que je voulais dire. C'est le trac d'être devant des millions de personnes. Alors des millions de personnes, pour le moment, c'est 6. Oui. Après, en général, j'essaie de lui trouver des défauts parce que, comme on l'a souligné tout à l'heure, personnellement, je trouve ça intéressant à jouer et ça apporte du caractère au personnage. Et après, aimant particulièrement les personnages à secret, j'essaie de lui trouver au moins un secret. Étant donné que ça peut permettre de créer des histoires plus intéressantes et centrées autour des personnages. Des character-driven stories, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je peux pas le dire, Damien. Pour rajouter un petit peu à ce que tu viens de dire, c'est vrai que personnellement, je m'attache énormément aussi aux défauts du personnage plus qu'à ses qualités, à ses forces, en fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait le plus défaut dans mon personnage, où mes personnages, en fait, sont toujours en avance sur leurs défauts. Mais c'est aussi ce qui me sert comme moteur après pour la conception du personnage que je veux faire. C'est-à-dire que je vais d'abord le construire sur un défaut, sur un vice ou une manie, plutôt que sur il est beau, il est fort ou il est courageux. Là, je trouve qu'en substance, on peut pas construire beaucoup d'histoires là-dessus. Et puis ça rejoint aussi ce qui était dit aussi avant, où en fait c'est l'histoire du personnage qui crée l'intérêt du personnage. Et justement, c'est les défauts ou ce qu'il a peut-être vécu, ses blessures passées, qui vont donner l'intérêt du personnage. Donc c'est vrai que je serais plutôt basé aussi sur une création d'abord de l'histoire passée, et puis
pas vraiment de l'histoire présente ou de ce qu'il espère devenir. Ou justement, par exemple, ton questionnaire, tu parlais de ses motivations, qu'est-ce qui l'aide à se lever. C'est vrai que c'est un truc sur lequel je ne me penche pas vraiment quand je crée des personnages. Après, je trouve que donner un défaut à un personnage le caractérise beaucoup plus. Au sens où, en général, un défaut va être beaucoup plus représentatif dans la manière de jouer qu'une qualité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, qu'au final, on préfère les qualités c'est bien, mais c'est pas très utile au niveau du RP. Et c'est Après- pas spécialement intéressant. Après, on dit ça, mais nous, là, en l'occurrence, on joue beaucoup au jeu de rôle et je pense que c'est aussi pour ça qu'on recherche un peu plus à chaque fois le défi. Et je pense qu'effectivement, les défauts, c'est du défi en tant que joueur, à trouver des solutions face à des situations où le défaut, des fois, ça peut être vraiment gênant. Mais je pense qu'effectivement, pour un nouveau joueur, peut-être pas déjà amputer les 2 jambes ou ne plus avoir de main. Vaut mieux y aller mollo avec les défauts, quoi. Voilà, mais sinon, après, avec un peu d'expérience, tout de suite, on préfère se rajouter à soi-même de la difficulté, mais pas forcément aux autres, quoi. Et C'est une bonne remarque. Merci. J'avais aussi une petite question. Les personnages optimisés, pour ou contre, débat. J'aimerais bien avoir ton avis. Après, j'ai envie de dire, en soi je suis pour, après ça dépend dans quel sens. Si vraiment tu vas dans le pur grobilisme, dans le sens où je connais les règles par cœur, ce qui est souvent mon cas, et que du coup tu vas chercher à avoir un personnage qui est extrêmement fort dans un domaine, au final c'est rare que ce soit vraiment très très utile. Parce que, on va dire par exemple, que je peux avoir le meilleur combattant du monde. Généralement sur une partie, le combat ça va faire 1/8 du scénario, pas au combat. Et c'est à peu près vrai pour tout et n'importe quoi. On peut avoir le personnage le plus charmant du monde, si les gens en face de nous sont clairement hostiles, non, il va falloir penser à faire d'autres choses. Il va falloir faire de l'intimidation, du bluff, des choses comme ça. Ça va pas nous aider. Donc en soi, j'ai pas de problème sur les persos hyper optiques, surtout si derrière on a justifié la raison qu'ils soient tels qu'ils sont. Après, il y a l'autre cas qui va être donc le gros Bill, le vrai gros Bill, le mec qui connaît les règles par cœur et qui a mis tous les points dans toutes les meilleures stats possibles imaginables dans tous les cas du scénario. Donc qui vraiment va mettre que des points dans les compétences qui sait qu'elles vont être utiles et a fait en sorte que sa progression est déjà planifiée sur 20 niveaux. Ça, si la personne trouve ça chouette à jouer, tant mieux, mais en soi je suis pas, j'avoue que je suis pas fan du truc. Après, ça dépend surtout de ta table en général. Si tu joues avec des gens qui sont vraiment, dans une optique où ça va vraiment du porte-monstre trésor, là, ça peut être pertinent. Oui, bien sûr. Moi, j'ai mon mage qui fait ces trucs-là. Toi, t'as ton guerrier qui va tanker. Enfin voilà, ça se rapproche presque plus d'un MMO, par exemple. Oui, bien sûr. Après, ça dépend du jeu. C'est vrai que en même temps, j'ai oublié les porte-monstres trésors. Après, pour rebondir sur l'histoire de l'optimisation, je pense pas que l'optimisation d'un personnage empêche, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Après, tout va dépendre de l'utilisation que va en faire le joueur. Parce que là encore, c'est le moment où il faut dissocier, nous, en tant que joueurs de nos personnages. Avoir un personnage ultra optimisé ne veut pas forcément dire que tu vas justement utiliser toutes les clés qui te sont disponibles. C'est aussi à toi en tant que joueur de faire la part des choses sur jusqu'à quel moment en fait mon personnage peut utiliser ses compétences voilà quoi. Donc je pense que tu peux faire un personnage ultra optimisé, même intéressant au niveau de son background, au niveau de son histoire, sans pour autant que ce soit un casseur de scénario ou un casseur d'univers. Le pire, c'est ceux qui ont des sorts qui leur permettent de résoudre les enquêtes. Alors eux, vraiment, je peux pas les piffer. Après, en général, caractériser un personnage en début de campagne, c'est bien.
Après, le personnage va. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, des campagnes que j'ai pu faire, que le personnage va se caractériser tout seul au fur et à mesure des scénarios. Qu'en pensez-vous? Généralement, de toute façon, surtout sur une campagne, on va commencer à s'adapter par rapport aux autres personnages de la campagne. Et même si on imagine notre personnage d'une certaine façon, lorsqu'il va être confronté aux autres, et sachant que c'est les autres qui va être obligé de rester à un moment, on est obligé d'adapter s'adapter les uns aux autres. D'ailleurs, justement, pour rebondir là-dessus aussi, que je joue et que j'interprète, en fait, il y a deux types de personnages en vrai qui existent dans mon jeu. C'est les personnages que je vais avoir pensés, donc comme on disait tout à l'heure, au niveau de son histoire, au niveau de ses défauts, de ce qu'il a vécu, de son passé. Et il va y avoir des persos, en fait, que, au final, leur identité, leur histoire, justement, je la construis au fur et à mesure de la partie. Des fois, il m'arrive d'avoir des personnages où j'ai la feuille de perso devant moi, la partie commence et je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Ni de son histoire, ni de comment l'interpréter. Alors des fois j'ai des loupés, genre sur le premier scénar, je pars sur une direction et puis je vois que ça colle pas et que j'y arrive pas, ça et tout. Donc du coup, au scénar suivant, j'adapte mon interprétation et en fait, au final, la construction de BG va se faire a posteriori, après la création du personnage et après des fois même une, deux, voire plusieurs parties. J'aimerais moi aussi rebondir. Surtout que la création de personnages, enfin en tout cas interpréter un personnage, enfin quelque part, si on résume assez simplement, c'est une personnalité qui interprète une personnalité. Donc déjà aussi, faut être capable d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre avec sa propre histoire, sa propre façon de percevoir les choses. Et une fois, par exemple, j'avais un personnage qui était timide, introverti, très silencieux, très calme, mais il était impossible pour moi d'interpréter ce personnage et c'est très très vite parti en vrille. Je pense qu'il faut connaître sa zone de confort aussi dans la création de personnages. Ça veut pas forcément dire qu'on ne doit pas étendre sa zone de confort, mais il faut aussi savoir qu'il y a certains traits de personnalité que on ne peut pas aborder, qu'il vaut mieux éviter de jouer ce genre de personnage parce que ça ne nous correspond pas, quoi. Je vais aussi revenir sur un truc sur lequel je parlais au début. Qu'est-ce que vous pensez d'écrire des backgrounds développés pour des PNJ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en tant que maître de jeu? Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez peu intéressant? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Alors une fois j'ai essayé d'en faire un et en fait j'ai beaucoup trop aimé le personnage et du coup j'en ai fait un PJ. Donc du coup je n'y arrive pas. C'est pas possible. C'est ce que je fais en général parce que ça et bien caractériser son monde, ça permet d'improviser assez facilement quand soit les PJ font n'importe quoi, soit quand on a fini le scénario et que les PJ désirent continuer encore un peu plus longtemps. Oui, après il est déjà arrivé que mes anciens personnages soient réutilisés par des maîtres du jeu comme PNJ et enfin c'est pas grave, moi ça fait que ça continue de faire vivre mon personnage en fait à travers l'univers que le maître du jeu met en place, donc ça me dérange pas du tout, mais voilà, moi créer un PNJ j'y arrive pas. Moi il se trouve que, alors je fais peut-être pas des BG aussi pour mes PJ, souvent mes PNJ ont des BG genre qui tiennent sur 2 lignes, mais du coup j'utilise une méthode que tu as souligné un peu plus tôt, à savoir qu'en fait pour mes PNJ j'utilise beaucoup de visuels, ne serait-ce que moi pour construire, pour amener mes descriptions ensuite aux joueurs, je parle en tant que maître de jeu, mais pour amener mes descriptions, donc en fait j'utilise beaucoup Pinterest pour mes PNJ, et du coup quand je trouve une image qui me plaît, et ben en fait j'essaye de m'imaginer quelle serait l'histoire du personnage qui est illustré et du coup comment je pourrais l'introduire dans mes aventures au fil des saisons. Et d'ailleurs il se trouve que j'ai une petite base de données que je conserve avec des PNJ, avec des mots-clés en disant ah bah toi tu seras tel type de personnage avec tel type de caractère, et puis si un jour j'ai besoin de toi, et ben voilà, tu seras placé à tel endroit et puis je t'utiliserai. Voilà.
Mais du coup, pour les PNJ, pour écrire leur histoire, c'est vrai que je me sers plus d'une base visuelle qu'une vraie construction proprement parlée, aussi poussée que celle que vous avez présentée. Après, personnellement, en n'étant absolument pas visuel, j'utilise des fois un peu une même technique. C'est utiliser un personnage que j'ai déjà vu dans un livre, que j'ai déjà vu dans une série, voire 2 ou 3, les mélanger et avoir au moins une idée du résultat que ça peut donner. Et utiliser le personnage en tant que tel. C'est quelque chose que je fais un certain nombre de fois aussi. Je vais dire un truc sur la création des PJ. Des PNJ. Quand je crée, j'essaye de ne pas trop en créer en avance, pour pas trop me limiter, me bloquer, me fermer des portes. Et donc pouvoir improviser dans les parties et rebondir sur ce qui se passe, ce que font les joueurs. De changer le caractère que j'avais prévu pour un PJ. Et aussi, j'essaye en général de pas trop prévoir des choses que les personnages, les joueurs, ne vont jamais pouvoir apprendre en fait. Donc, si je lui invente une histoire super détaillée sur ses ancêtres ou autres, si c'est bien, mais si les joueurs ils en ont jamais conscience, ça sert un peu à rien. Et du coup, par corollaire, j'essaye quand j'ai des idées comme ça, j'essaie de trouver un moyen pour que les joueurs l'apprennent. Non, ça se tient. Ah oui, après bien sûr, on va pas commencer à écrire les BG de la bête au milieu de l'arène qui a été capturée dans les îles de Mykonos, etc. Après, si je puis me permettre, tout dépend aussi de la fonction du PNJ dans le scénario. Si on a un scénario dont l'histoire tourne autour des secrets de ce personnage ou des actions de ce personnage, et du coup, c'est bien de chercher à savoir comment est-ce qu'il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait, et du coup, comment est-ce que les personnages pourront agir dessus. Si la fonction du PNJ, c'est juste d'avoir un point d'exclamation au-dessus de la tête et de une quête, il peut être juste décrit par un ou deux adjectifs pour lui donner du corps, et ça ne... Je pense que c'est non seulement inutile, mais en plus que ça risque même d'être contre-productif de trop en faire, parce qu'après on a la tendance de vouloir mettre le projecteur sur lui, alors que dans une partie de jeu de rôle, le projecteur doit être mis sur les PJ, sur les joueurs. Non, c'est un argument qui se tient. Après, il y a quelques temps, justement pour la création de personnages centrés autour des PJ et des PNJ, à Roll & Roll, qui est un festival que vous connaissez tous très probablement. Il y a quelques années, j'avais discuté avec un maître de jeu qui avait construit son scénario entièrement avec des personnages qui étaient décrits par une race, vu que dans le monde en question il y avait différentes races, une légère description physique et sa personnalité et ses objectifs. Le scénario était entièrement composé des personnages en question. Et du coup, de ce fait, il improvisait un petit peu au fur et à mesure les événements qui se produisaient en se rattachant justement à ces personnages clés. Ça mériterait un prochain atelier sur la création de scénario. J'avais trouvé la méthode intéressante. C'est pour ça que je me permets de la présenter. Ça me paraît super dur comme méthode, et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails là-dessus. Ça m'a l'air ultra difficile comme exercice artistique. Après, ça doit être faisable, si vous regardez le projet, je pense que ça doit fonctionner. Mais intéressant. Surtout que tu peux sûrement faire un petit scénario en huis clos comme ça. Après, vu
vu qu'a priori il y aura un épisode sur la création de scénario, j'en dirai plus à ce moment-là. Écoute, hein, ça dépendra des envies des gens. Mais effectivement, je peux, si ça intéresse du monde, je peux parler aussi de ma façon dont je fais mes scénarios. Lors d'un futur épisode, évidemment. Parce que sinon, ouais, je vais plus être capable de parler. D'ici à peu près 20 minutes, je pense. Puis il me faudra quand même un minimum de préparation. D'ailleurs, ça peut être une autre bonne question si si vous pensez qu'on a fait le tour sur les personnages. Quel autre type d'atelier vous intéresserait? Ouais, j'aime bien les questions, ça dure. Le scénario du coup comme dit précédemment. Ça peut être un bon départ. Ça peut être un peu... Surtout que le sujet est quand même très vaste. Après on a fait... Pardon. Moi, j'aimerais bien des histoires de rythme au sein même d'un scénario. J'aimerais peut-être un petit peu plus maîtriser cet aspect-là, moment fort, moment calme, à quel moment, comment ça s'articule, enfin vraiment la mécanique de rythme et de action, inaction. Enfin, je sais pas si les autres ça vous parle, ce que je dis, mais... enfin, moi je me comprends en tout cas. Moi j'ai un petit peu peur que ce genre de sujet en fait ça soit tellement lié aussi à la table. C'est pas seulement, ça dépend pas seulement du maître du jeu, même si ça joue énormément, mais pour peu que tu aies une table qui préfère faire du roleplay et laisser de côté le scénar, enfin forcément le scénar va être ralenti, mais ça veut pas forcément dire que la table s'étouffe, enfin se lasse ou quoi, c'est juste, je sais pas, c'est un sujet ouais qui mériterait d'être peut-être effectivement savoir quand est-ce qu'il faut un petit peu en tant que maître du jeu mettre le haut là sur le roleplay. Je sais pas, après ça dépend vraiment des tables, il y en a qui font pas du tout de roleplay et qui sont focus sur le scénario, sur l'intrigue. Alors je dirais que pour ça il y a des très bons MJ qui savent très bien maîtriser, enfin gérer leur table. Et il y a des maîtres de jeu qui disent vous en faites pas, là le scénario il y en a pour 2 heures max et qui sont 9 heures plus tard. Je ne cite aucun maître de jeu. Mais oui, en termes généraux aussi, la gestion de table peut-être. Ça peut... Gestion de table, de notes. Après on a beaucoup parlé de la création de personnages et aussi l'interprétation du personnage. Qui peut être intéressante comme thématique. De notes. Ah si, moi j'avais une petite question pour le maître du jeu et la création de personnages, tout ça. Est-ce que du coup à une table, ça serait pas intéressant, mais à ce moment-là, comment faire pour créer des liens entre les personnages d'une même table, que ça soit des liens de parenté ou d'historique. Et là je suppose que ça revient un peu au maître du jeu de se préoccuper de ça. Et comment est-ce qu'il doit s'y prendre en fait pour créer des liens en fait. Alors, je dirais que t'as 2 cas de figure. T'as soit le maître de jeu qui va chercher à imposer le lien, par exemple, lui c'est ta sœur, c'est ton frère, etc. Et généralement ça se passe pas très bien. Hein, de ce que j'ai pu constater, c'est vrai que les joueurs aiment pas forcément voir ce genre de choses imposées. Par contre, en parallèle, on peut, si les joueurs se sont mis d'accord avant pour faire un truc comme ça on peut créer ce genre de lien et par contre, avec l'aval du maître de jeu, de toute façon, essayer de faire une affaire de famille. Par exemple, j'ai une table où il y a un mec, il a perdu sa sœur, et puis il y a une fille à la table qui a la même couleur de cheveux, qui a perdu son frère, et bon. Donc au final, je pense que c'est bien à faire, mais il faut pas l'imposer. Il vaut mieux que ce soit un peu organique, un peu peut-être même s'improviser, improviser sur le coup, établir des romances, des choses comme ça. Après, encore une fois, tout ce qui va être justement l'amour dans les jeux de rôle, c'est assez compliqué à mettre en place. On tourne assez vite à la caricature.
J'ai juste une petite remarque, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi sur des campagnes. Après, sur des one-shots, le fait ben de, pour que la, comment dire, la sauce entre les joueurs, que l'équilibre de la table soit trouvé plus rapidement dans une partie qui ne dure que sur une séance, ça peut être pas mal de préciser au préalable des relations entre personnages. Oui, parce que tu dis que ça s'improvise sur le moment, mais alors on sait que ça fait des parties de 2 heures, ça en fait des parties de 9, quoi. Voilà. C'est parce que... oui. Mais... Mais après, je dirais aussi, c'est un peu parce que moi j'ai eu on va dire la mauvaise expérience où j'ai déjà joué un personnage qui avait sa sœur à la table et du coup étant donné qu'on a été devant le fait accompli, on n'a pas eu on va dire le temps de préparer un peu cette relation. Donc moi je l'ai identifié par rapport à la relation que j'avais avec ma sœur et du coup l'autre personnage le voyait pas du tout de cette façon, sous cet angle-là. Donc on avait bien qu'on ait une relation de parenté, cette relation était très asymétrique, sans vraiment y avoir de cohérence. Donc, en fait, si je parlais de ça, c'était juste pour éviter que, surtout effectivement dans les campagnes, quand on commence une partie, qu'on ne connaît pas forcément les personnages des autres joueurs à la table, ça évite le « ouais, vous vous connaissez déjà tous ». Ouais, mais dans quel contexte et pourquoi et quels sont véritablement, comment dire, est-ce qu'on s'apprécie ou pas? Et c'est souvent commencer le jeu avec une atmosphère un peu neutre et finalement quand les autres joueurs vont commencer à agir, à parler, là on va décider si on les apprécie ou non par rapport au caractère de notre personnage. Mais je trouve que du coup ça perd un peu de son comment dire, son immersion en fait. du coup, avec maintenant que j'y réfléchis depuis à peu près 3 minutes, je me dis que oui, finalement ça peut être peut-être bien, mais dans ce cas prévenir les joueurs avant qu'ils aient le temps de réfléchir un peu plus en détail de quelle est vraiment la nature de leur relation, parce que encore une fois, voilà, si tu prends un frère et une sœur, il y en a, ils se détestent profondément, ils vont tout faire pour se saboter, et d'autres au contraire qui vont être extrêmement proches. Après, et ça peut être vrai pour pas mal de facettes familiales ou même de relations de couple, hein. On peut avoir deux personnages qui sont mariés et qui se détestent. Après, dans l'idéal, ce serait de préciser quand même un peu les choses et dire voilà, c'est ta sœur ou c'est ton frère et tu éprouves de la jalousie vis-à-vis de lui, ou alors tu l'aimes bien, ou alors c'est la personne la plus importante à tes yeux. Enfin, voilà, juste pas forcément un roman, mais oui, bien sûr, 3 lignes qui précisent les choses. En tout cas, avoir au moins un petit historique avec un pré-tiré peut vraiment clarifier ce genre de choses. Oui, mais seulement si les historiques comment dire, coïncident. Parce que sur une partie, on avait justement 2 pré-tirés. Il y en avait un qui détestait la personne avec qui il était lié, et l'autre qui, ouais, ça allait, c'est une meuf sympa. Et au final, ça donnait mais n'importe quoi en fait, parce que les 2 backgrounds étaient totalement différents. Enfin. Après, ça, c'est plus un problème d'écriture, c'est pas forcément un problème lié à la méthode. Exact. Après, en soi, entre jouer frères et sœurs, c'est faisable si les joueurs en question ont l'habitude de jouer ensemble et qu'il y a déjà un lien déjà créé. Une sorte de complicité. C'est ça, quand le joueur connaît la manière de jouer de l'autre joueur, ça peut aider. Ça peut fortement aider pour ce genre de cas. J'avais fait des parties avec des pré-tirés, certains reconnaîtront, où en fait j'avais 5 pré-tirés et chacun avait un lien avec 2 autres personnages. D'un côté, un des autres personnages l'avait aidé, et de l'autre côté, il avait aidé un autre personnage, et ça faisait une boucle, quoi. Il y avait une description de pourquoi ce lien et tout ça. Justement, ça donnait un bon début aux parties.
En utilisant ce genre de méthode, je trouve que par exemple un jeu très intéressant par rapport à ça, c'est It3B. Mais je pense que tu peux nous en parler un peu plus en amont. Oui, mais en sachant que pour It3B, c'était pas un truc spécifique au jeu, c'était quand j'avais demandé l'image au personnage, c'était justement c'est moi qui avais rajouté cette règle pour créer justement des liens pour que ce soit plus facile ensuite. Et It3B, c'est un jeu qui est surréaliste. Donc on joue dans une capitale, dans une ville qui est inspirée des capitales européennes des années 1910. Et je pourrais vous en dire plein de choses, mais ce serait peut-être l'occasion d'une autre séance de... C'est vrai qu'on pourrait faire une séance découverte des jeux de rôle un peu moins connus, même des connus en fait au final. Surtout qu'ici on a tous des jeux de rôle différents qu'on apprécie le plus. Ça demanderait un peu de travail de cohésion de tout le monde en amont. Ça pourrait être sympa. Je le note. Je voulais vite fait rebondir si j'ai un petit moment. Rebondir. D'accord. En fait, oui, parce que bon, du coup, ça t'intéressera peut-être pas à ta communauté. Mais par exemple, quand on anime une table de jeu de rôle pour enfants, c'est pas mal, ça c'est ma petite astuce voilà, perso, c'est pas mal en fait dans le background d'un des personnages, très simplement préciser que c'est lui le chef parce qu'il est clairement plus aguerri que les autres et il est beaucoup plus sage, et faire en sorte que dans le background des autres PJ, il y ait une phrase du style moi j'ai vraiment confiance au leader parce qu'il est vraiment sage, et en fait après c'est à moi en tant que maître du jeu de flairer celui qui a l'air d'être le plus malin et le plus calme. Et généralement, c'est à lui que je transmets la fiche perso du leader. Voilà. Et après, les autres, je les laisse choisir. Mais c'est vrai que voilà, je vais tenter de le convaincre de choisir ce... Bon, après, voilà, c'est de la manipulation, c'est pas bien. Mais ça permet de tenir une table d'enfants, quoi. Voilà, parce que si tu mets le leader, c'est le plus turbulent et c'est celui qui va être le plus intenable, c'est pas possible. Et en même temps, avoir un leader, ça veut dire aussi les autres vont le suivre. Donc, on va pas passer 30 ans à choisir, à faire des choix, ce genre de trucs. Voilà. Et pour rebondir, ma communauté, elle aimera ce que j'aime et je commentaire. Merci la communauté, je vous apprécie. Voilà. Non, après, c'est avant tout, si je fais ça, c'est pour nous tous. Pour éventuellement d'autres clubs si vous avez envie de faire participer. Mais ça n'a pas pour vocation de me faire gagner 10 millions de dollars. En faisant une audience de fou. Après, si ça peut... Oui, si ça peut, c'est mieux, mais bon. Je pense qu'il faudrait un plan un peu mieux que juste moi face caméra qui hoche la tête en disant ça c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que j'en ai... C'est pour ne pas avoir maîtrisé pour des enfants. C'est une information qui était intéressante. Ok, je l'aurais pas pensé. Je ne te souhaite pas cette expérience. Et pourtant, pour t'avoir vu maîtriser pour des enfants, ça avait l'air vraiment très bien. C'est un vrai challenge, hein. C'est vraiment très compliqué. Enfin, après, ça dépend de la meute d'enfants que tu as, mais c'est... Voilà, c'est ça. Ça change. C'est pas la même chose qu'avec des adultes, c'est clair. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on est pas mal. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? On remet ça la semaine prochaine? C'est envisageable. Merci de ton intervention, toi. Je peux... Alors sachant bien sûr que je laisse volontiers la place si quelqu'un d'autre veut hoster ça. Sinon je peux également préparer quelque chose.
Ouais, mais nous, on n'a pas la super classe comme ça, facecam sur Twitch. Ouais, mais si, je peux le faire. Je peux le faire, hein. Tu trouves une webcam, j'ouvre le Discord et je t'envoie sur Twitch et JFK. Hein. Tout va bien. Enfin bon, bref, oui, c'est vrai que l'idée c'était vraiment de lancer ces trucs-là, en espérant que ça vous ait plu. Et si d'autres ont envie de faire des trucs, surtout pas hésiter, hein, c'est pas que pour moi. Un dernier mot pour la fin? C'était cool. Cool. Ouais, je vote aussi pour c'était cool. Vous aussi, vous êtes mage? Nani. Si je suis mage. Eh ben, je pense que ça sera notre mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, et je vous dis à la prochaine sur Dans ces critiques.